Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque. On est bien d'accord, c'est un peu débile ce que je dis parce que là je suis pas du tout sur un lit, donc bibliothèque, ça marche pas. Alors, promis, je vais essayer de parler un peu moins rapidement que sur la dernière vidéo, parce que c'est vrai que je parlais très très vite. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau petit bilan lecture, parce qu'on est le 6 mars. Donc voilà, vous m'avez dit que c'était mieux de faire des bilans que des livres, que de présenter des livres un par un. Donc on va faire comme ça. Donc c'est parti avec le premier livre dont je vous avais un petit peu parlé la dernière fois. Souvenez-vous, je vous disais que j'étais en train de le terminer. C'est Apparition de Victor Vincent aux éditions Fleuve Noir. Donc là, hein, c'est pas la vraie couverture. Comme d'habitude, je vous mets la vraie couverture. C'est un thriller, je vous en ai un petit peu parlé la dernière fois. C'est un thriller qui fait intervenir des magiciens, prestidigitateurs, illusionnistes, mentalistes, manipulateurs. Donc on a déjà Alexander Kreskin, qui est un russe qui a tout sacrifié dans sa vie pour devenir illusionniste, parce qu'il a rencontré un très très grand illusionniste. Il est devenu son élève et à son tour il est devenu un des plus grands illusionnistes du monde. Donc Alexander Kreskin est russe, il vient en France, enfin il fait des tournées dans le monde entier en fait. Il vient en France. Sa particularité à lui, c'est que sa mère est morte quand il était jeune, quand il était enfant. Sa mère s'est suicidée et en fait il l'a laissé se suicider, c'est-à-dire qu'il a vu qu'elle était dans sa baignoire en train de se suicider. Il a refermé la porte, il est parti faire un tour jusqu'à ce que sa mère finisse de mourir. Voilà, tout va bien. Et donc sa particularité, c'est que il voit sa mère en apparition à ses spectacles, dans sa loge, enfin dans sa vie, et elle lui donne des conseils plus ou moins bons, forcément. Alors, est-ce que c'est son fantôme? Est-ce que c'est dans la tête d'Alexander Kreskin? Voilà. Et il laisse une place à sa mère dans tous les spectacles qu'il donne. Il y a une place réservée pour sa mère. À côté de ça, nous avons Sam. Sam qui est un jeune homme qui cherche à rencontrer Alexander Kreskin pour une certaine raison. On le sait à la fin. Il aime aussi beaucoup la magie. Et donc Alexander Kreskin remarque ce jeune homme et ça tombe bien parce que Sam voulait le rencontrer aussi. Sam devient aussi l'élève d'Alexander Kreskin et on s'aperçoit que petit à petit, Sam se fait un petit peu manipuler, ou même beaucoup manipuler, par Kreskin, et il lui fait faire un peu tout et n'importe quoi. C'est un thriller, donc vous vous doutez de ce qu'il peut lui faire faire. Je ne vous en dirai pas plus. Est-ce que je peux vous en dire plus pour vous donner envie? Alors le début, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un petit peu de dynamisme. Et puis arrivé à un moment, voilà, tout s'enchaîne à partir du moment où il se passe vraiment des choses un peu glauques pour Sam, où Kreskin lui fait faire des choses super glauques. Là, ça commence à s'emballer un petit peu et puis ça reprend un petit peu et là, on a envie de savoir. Voilà, donc on apprend effectivement pourquoi Sam voulait rencontrer Kreskin. Et c'est un roman vraiment sur la manipulation mentale. Il y a la manipulation mentale dont on sert pour faire voilà, des spectacles et tout, et puis il y a de la manipulation mentale qui est vraiment plus perverse, beaucoup plus perverse, et Kreskin est un pervers. Voilà. Donc je vais passer à un autre livre que j'ai lu, parce que comme, voilà, je vous montre, hein, comme il y a tout ça, ça risque d'être un petit peu long. Ensuite j'ai lu Black Girl, Zakia Dalia Harris aux éditions Calman Levy. Alors Black Girl, c'est pas un thriller, mais ça le devient presque. C'est-à-dire il n'y a pas de mort ni rien, mais l'intrigue est telle que c'est presque un thriller. Je sais pas si vous avez vu des films comme par exemple Get Out, c'est vraiment la même ambiance. Donc on est avec une jeune femme noire américaine qui s'appelle Nella Rogers, qui travaille comme assistante éditoriale dans une grande maison d'édition. C'est la seule femme noire, c'est la seule noire d'ailleurs de cette maison d'édition, et elle se bat un petit peu pour qu'il y ait plus de diversité dans sa boîte. Et les gens disent oui, mais non, mais c'est bien comme ça, c'est pas grave. Et un jour arrive une autre jeune femme noire, et là elle se dit ouais, super, génial, ça y est, ça va être une pote. Ils ont pris conscience qu'il fallait pas que des blancs dans la maison d'édition, bref. Donc elles deviennent plus ou moins copines. Mais petit à petit, elle s'aperçoit que donc l'autre jeune femme s'appelle Hazel. Hazel,
L'autre jeune femme, Dory Hazel, a des comportements un petit peu, peut-être un peu bizarres, un petit peu lèche-botte vis-à-vis des patrons en fait. Et en même temps, Nella reçoit des petits mots sur son bureau par-ci par-là en lui disant non mais casse-toi de la maison d'édition, casse-toi de ta boîte, c'est urgent. Donc au début, elle prend ça un petit peu pour des messages racistes. Et petit à petit, elle s'aperçoit que c'est peut-être pas forcément des messages racistes et qu'il se passe effectivement quelque chose de très très étrange dans sa boîte. Sans vous spoiler, je peux pas trop vous en dire plus, seulement que Nella va commencer à fouiner un petit peu dans la vie de Hazel pour savoir pourquoi cette femme se comporte comme ça. C'est-à-dire que devant Nella, elle lui dit oui, t'as raison, il faut qu'on se batte, il faut qu'on soit plus représenté, Et puis quand elle est avec ses patrons blancs, c'est le contraire. Et donc voilà. Et vraiment, ça se lit vraiment comme un thriller, sauf qu'il n'y a pas de mort, et puis il y a toute une histoire. En fait, il y a un gros flashback parce que dans le passé de cette maison d'édition, il y a déjà eu des scandales. Et il se passe effectivement quelque chose. Je vais pas dire. Il y a une sorte de groupe. Je peux pas vous en parler. Une sorte de groupe qui agit dans l'ombre, voilà, pour arriver à quelque chose. Je peux pas vous dire, mais c'est super. C'était vraiment une très très bonne surprise. Je m'attendais pas à ça en fait. Voilà. Et puis bon, moi, petite française blanche, j'étais vraiment pas au courant du tout de tous ces problèmes. Alors par exemple, je vais dire, ça va sembler bête, mais les problèmes capillaires que peuvent avoir les femmes noires, parce que ça tourne beaucoup autour de ça aussi. Enfin beaucoup. Disons que ça a une certaine importance. Et j'ai appris pas mal de choses en fait dans ce roman. Donc Black Girl. Ensuite, j'ai lu L'horizon d'une nuit de Camilla Grebe, qui est aussi un thriller chez Calman Levy noir, et voilà, qui est vraiment un thriller. Ça se passe en Suède et c'est l'histoire d'une famille recomposée dont la vie bascule complètement une nuit parce que la jeune fille de la famille, Yasmine, a disparu. Et il y a des témoins qui disent qu'ils ont vu quelque chose ou quelqu'un tomber d'une falaise. On retrouve du sang de Yasmine, mais on ne retrouve pas son corps. Donc il y a enquête. Il se trouve que donc on a Maria, son fils, je ne sais plus, Vincent, Samir, le père de Yasmine. Donc c'est une famille recomposée. Il y a le père et la fille et la mère et le fils. Et nous avons donc Samir qui est très vite inculpé parce qu'on retrouve des caméras de surveillance, on retrouve des choses comme ça qui l'impliquent un petit peu dans la disparition, voire le meurtre de sa fille. Il est arrêté et on a le point de vue de presque chaque personnage. Et donc ça se passe fin 20e siècle, ça se passe en 2000, 99-2000 je crois. Et à chaque fois, chaque gros chapitre, on a le point de vue des personnages et qui se trouvent être totalement différents de l'un à l'autre. Et on apprend un petit peu, on suit l'affaire à chaque fois avec un point de vue différent et on en apprend de plus à chaque fois. Donc on a le point de vue de Maria, on a le point de vue de Yasmine, de Vincent qui est un enfant trisomique. On a le point de vue aussi du flic qui s'occupe de l'affaire, qui s'appelle Gunnar, je crois. Gunnar. Et à chaque fois, on en apprend un petit peu plus, couche par couche, comme une lasagne. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est un peu ça. Et j'ai bien aimé ces différences de points de vue. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, de choses cachées. Ouais, c'est bien, et on apprend petit à petit que la vérité, c'est pas du tout celle forcément qu'on croyait, quoi. Et que les gens sont pas forcément ce qu'on croit. Et c'est un petit peu le pitch aussi, hein, je crois, voilà, ils disent ça, qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas les gens avec qui on est. Et c'était super addictif, la narration était super addictive et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'était mon premier de Camilla Grebe, j'en dirai sûrement d'autres aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà lu, parce qu'elle en a écrit plein, L'Archipel des larmes, enfin elle en a écrit plein aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette autrice. Ensuite j'ai lu un tout petit livre, j'en ai lu deux en fait dans la même journée parce qu'il était tout petit. J'ai lu Encabané de Gabriel Filto-Shiba chez Folio. Et ça se passe au Canada, au Québec peut-être même, je crois. Et c'est écrit un peu en québécois et quand je le lisais, j'avais l'accent québécois en tête, c'était très rigolo. Pas très rigolo. C'est l'histoire d'une jeune femme qui plaque tout, qui prend tout son argent pour s'acheter une petite cabane, voilà, une cabane là, au fin fond de la forêt, de la campagne, enfin de la forêt québécoise, en hiver bien sûr, et elle se retrouve en autosuffisance.
fait froid et tout, et ça m'a fait un peu penser à Into the Wild, mais dans la neige. Et donc en fait c'est une version d'Into the Wild écologique et féministe un peu, parce que la jeune femme a pas mal de réflexions, on va dire, féministes, et elle fait une rencontre, alors je peux pas vous dire parce qu'eux ils le disent pas derrière, elle fait juste une rencontre qui va lui faire prendre conscience d'un autre problème, voilà, mais c'est très court, hein. Il y a des, comment dire, des passages très drôles, enfin assez drôles, des passages quand même un peu oppressant, parce que quand on se retrouve seul dans le froid, dans la neige, voilà. Et voilà, si vous avez aimé Into the Wild, je pense que vous pouvez aimer Encabané. Et donc ensuite j'ai lu Les Pantoufles, alors rien à voir les pantoufles avec Encabané, c'est de Luc Michel Foissier, pareil chez Folio, et c'est l'histoire d'un homme, il sort de chez lui, il a oublié ses clés dans la maison, donc il peut pas retourner dans son appart, et il est en pantoufles. Et puis comme il est pressé, il va au bureau en pantoufles, et miraculeusement, sa vie commence à... Enfin, miraculeusement, non, il arrive à retourner la situation à son avantage grâce à ses pantoufles. Et tout va bien pour lui, en fait, grâce à ses pantoufles, et il décide de les garder. Et puis, il retourne pas chez lui, il prend une chambre d'hôtel, il fait des rencontres et tout. Alors, c'est pas un roman feel-good à proprement parler, c'est un roman assez drôle. Et... voilà, c'est une petite fable sur les pantoufles et sur comment notre vie peut basculer grâce à un petit détail, en fait, un petit changement dans notre vie, ça peut nous faire prendre conscience que finalement, ouais, je suis pas un loser, ouais, je peux faire ça, voilà. Et c'était assez drôle. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais depuis longtemps dans ma palle et je voulais le lire parce que j'ai lu tous les autres de Jérôme Loubry. C'est le 12e chapitre aux éditions Livre de Poche. Le 12e chapitre, alors, je crois qu'on me voit plus, si on me voit encore. Ah oui, c'est parce que j'ai un contre-jour, je suis désolée. Le 12e chapitre, donc je vais me mettre comme ça, de Jérôme Loubry. Alors, toujours avec Jérôme Loubry, il y a toujours une sorte de retournement de situation à un moment donné et tout. Alors, ça, c'était son deuxième, je crois, son deuxième roman. Moi, c'est celui que j'ai lu l'an dernier, donc je commence à connaître un petit peu ses tactiques et tout. Donc, j'avais senti un peu le coup venir, mais c'était bien fait quand même. Donc c'est l'histoire d'un auteur à succès qui doit écrire un autre livre, et de son éditeur qui est un ami d'enfance, et ils reçoivent tous les deux un manuscrit, et ce manuscrit est très, très étrange parce que ça relate un épisode de leur vie quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants, 10-12 ans peut-être, pendant les vacances, où il y a eu un meurtre, voire de meurtre. Enfin, il y a deux petites filles une petite fille qui avait disparu et une amie à eux, pareil, qui disparaît. Et donc l'auteur et son éditeur n'ont pas le même 12e chapitre. L'auteur, je ne vais pas vous dire ce que c'est leur chapitre. Et donc ils vont repenser, l'auteur surtout va repenser à cet été-là, hein, c'était un été, et à ce qui s'est passé. Et comme le point de vue est le même pour les deux manuscrits, sauf dans le 12e chapitre, ils se disent ce 12e chapitre, c'est la clé de l'énigme, et ils savent qu'une troisième personne a reçu ce manuscrit, mais ils ne savent pas qui. Cette troisième personne va intervenir plus tard. Donc l'écrivain va enquêter un petit peu, et on va découvrir ce qui s'est réellement passé. Alors c'était peut-être, je sais pas, 20 ans, 30 ans plus tôt, je sais plus, enfin quand ils étaient gamins, ça devait être 30 ans plus tôt. Et ouais, je sais pas comment expliquer, c'était sympa parce que il y a toute cette notion de souvenir d'enfance, de traumatisme, parce que l'auteur là, il a certains tocs et on apprend comment il a eu ces tocs, et lui-même s'était pas aperçu de ça, et en fouillant dans son passé, en fait, il va se guérir un petit peu. Il va se guérir alors je vais en reparler un petit peu de peut-être ce phénomène avec le prochain Joël Dicker qui est là, qui est un petit peu pas le même principe, mais voilà, et l'auteur voilà, il va enquêter en fait. Je peux pas vous en parler trop parce que ça spoil après, c'est compliqué à expliquer, mais j'ai beaucoup aimé toute cette description des souvenirs d'enfance, des vacances, et puis ce drame en plein milieu, voilà. Le 12e chapitre de Jérôme Loubry, je suis désolée si je peux pas en parler trop parce que je veux pas vous spoiler si vous l'avez pas lu. Mais voilà, si vous aimez un peu les livres comme ça, où c'est un écrivain un peu tourmenté, avec une cold case, et que c'est l'écrivain qui enquête, etc., et qu'il y a un tueur qui rôde, bref.
Allez-y. Ensuite, je vais vous parler, alors là, c'est pas un roman, c'est un essai, enfin dire un peu... un essai sur la physique quantique, ça s'appelle Helgoland, le sens de la mécanique quantique, de Carlo Rovelli, chez Flammarion. Et j'étais très hypée à l'idée de lire ce livre. J'avais déjà lu Si le temps n'existait pas, je crois. Et en fait, j'aurais dû relire ma chronique de l'époque sur Si le temps n'existait pas, parce que dans mon souvenir, je crois que j'avais aimé, mais en fait, je n'avais pas été plus emballée que ça par le livre, et ça m'a fait exactement le même effet là. J'ai lu ma chronique en me disant, bah quand même, c'est bizarre, et puis en fait, c'est exactement la même chose. Carlo Rovelli, bon, c'est un physicien, il commence par nous parler un petit peu des débuts de la physique quantique, tout s'est passé à Helgoland, donc c'est une île, où Heisenberg a trouvé des sortes de solutions, d'explications, etc. Donc ça commence un peu... en fait, c'est beaucoup d'histoires de la physique quantique. Mais il y a beaucoup de digressions. Et j'ai été déçue en fait parce que donc Carlo Rovelli explique certaines théories qui sont données pour expliquer certains phénomènes de la physique quantique, comme les multivers par exemple, etc. Et il dit bon ça ok, mais c'est pas très top comme explication. Moi je vais vous donner l'explication qui me semble la meilleure. Ok. Alors déjà j'ai pas compris en quoi c'était une explication. C'est le phénomène de réseau de relations. J'ai pas compris en quoi ça expliquait quoi que ce soit. pour moi, enfin, je l'ai sûrement mal compris, hein, à mon avis c'est ça. Mais du coup ça m'a déçu. Pour moi c'était la physique quantique, tout est relation, tout est relié entre eux. Alors ce qui se passe, ça se passe, et puis c'est très bien, c'est comme ça. Okay. Donc j'ai arrêté, je l'ai abandonné, hein, j'ai pas fini à lire, j'ai arrêté là, voilà. Sachant qu'il y a aussi pas mal de notes à la fin, là, tout ça là c'est des notes, donc j'ai lu pas mal les notes aussi. Mais non, disons que ça m'a ennuyé, ça m'a déçu, et puis il y avait beaucoup de digressions, des choses qui revenaient, et à un moment il parle de Lénine, alors ok, non, voilà, donc j'ai un peu déçu, ça m'a pas apporté ce que je souhaitais, en fait, donc voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai lu celui-là avant. J'ai lu le dernier prix Landerneau jeunesse qui s'appelle Mon passage secret de Max Ducos. C'est prix Landerneau 2022. Je vous filmerai un petit peu l'intérieur. Je vais déjà vous montrer ça. C'est Mon passage secret. C'est l'histoire de deux enfants. Donc c'est de là. Alors je sais plus leur prénom, Lise et Louis, qui s'ennuient, sont en vacances chez leur papy et mamie, ils s'ennuient, il pleut, et ils cherchent quoi faire, et leur papy, il fait allez chercher mon passage secret. Donc ils font toutes les pièces de la maison pour trouver le passage secret de leur papy. Et à chaque fois ils reviennent ils ont découvert des trésors, ils pensent avoir trouvé le passage secret et tout, ils reviennent avec des tableaux, ils reviennent avec des bijoux, et leur papy dit c'est les tableaux c'est les bijoux mais vous n'avez pas trouvé mon passage secret. Donc à chaque fois ils retournent, ils vont dans le jardin aussi, mais ils découvrent des choses mais phénoménales quoi, mais phénoménales. Et à chaque fois le papy leur dit mais vous n'avez pas trouvé mon passage secret. Et on a la solution à la fin, et il y a une belle mise en abîme à la fin, et c'était vraiment sympa. Le seul hic, pour moi le seul hic c'était les yeux des personnages. Je sais pas si vous voyez tout le livre, c'est un peu des hachures comme ça, et les yeux des personnages c'est aussi des hachures, et ça j'ai moins aimé, mais tout le reste est super sympa. Donc c'est un joli petit album, un grand album jeunesse. Bien sûr, j'ai oublié de dire que c'était un album qui était très sympa pour tous les enfants, ou voire les adultes, qui aiment le genre chasse au trésor, etc. Parce que c'est vraiment une chasse au trésor. Et moi, ça m'a rappelé ça, parce que quand j'étais gamine, j'aimais bien ce genre de choses. Et j'ai lu un autre album jeunesse. Alors ça, je vous ai pas dit, c'est aux éditions Sarbacane. Voilà. Et celui-ci, qui est chez Kaléidoscope. Cette maison est tentée de Oliver Jeffers. Cette maison est tentée. Et pareil, super sympa. Donc c'est l'histoire, c'est une petite fille qui fait vous tombez bien. Vous tombez bien. Je crois que cette maison est tentée. Venez avec moi dans la maison. Donc elle nous montre toutes les pièces de la maison. Et elle dit mais il paraît que cette maison est hantée, mais j'arrive pas à trouver les fantômes, je ne les vois pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Et il y a un système de calque. Je sais pas si on voit bien ici. Je vous montrerai, pareil, je ferai une petite vidéo avec mieux. Et vous voyez ici là, les petits fantômes. Et tout du long, on découvre, on voit les petits fantômes qu'elle ne voit pas. Et
Et c'est rigolo parce ils sont un peu facétieux, ils dansent, ils la narguent et tout, et nous on découvre toutes les pièces. Et c'est aussi, alors je sais pas si vous avez vu, hein, c'est des photos de vieilles maisons. Et voilà. À chaque fois, c'est ça, c'est des photos en noir et blanc de vieilles maisons, et on voit les petits fantômes sous la table qui se cachent, voilà. Et des fois, il y a même des systèmes de double calque, et c'est sympa. Voilà, très très mignon, très rigolo. Pour les enfants qui auraient peur des fantômes, ça peut leur montrer que c'est pas grave. S'ils croient aux fantômes, c'est pas méchant, ça ne vous fera pas de mal. Ensuite, gros événement, Joël Dicker avec sa nouvelle maison d'édition Rosie and Wolf. Je sais pas si on dit Rosie and Wolf, Rosie and Wolf, Rosie and Wolf. Si vous savez, dites-le moi. L'affaire Alaska Sanders, avec une belle couve de Hopper. L'affaire Alaska Sanders, qui est la suite de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, clairement la suite. En fait, ça se passe quand Marcus Goldman, donc le narrateur, le personnage principal, qui est écrivain. Est-ce que j'ai encore de la batterie? Plus beaucoup. J'ai plus beaucoup de son. Donc il est en plein tournage, il vérifie un peu le tournage du film La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Mais il fait souvent des pèlerinages. Alors ça se passe au Québec, le tournage, et entre New York et le Canada, quand il fait les trajets, il s'arrête à Aurora, en une sorte de pèlerinage pour essayer de retrouver Harry Kéber, parce qu'ils étaient en froid, on va dire, à la fin. Il faut mieux avoir lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber pour bien comprendre les relations avec les personnages, etc. Après, il ne révèle pas tout sur l'affaire Harry Kéber, il révèle qu'une partie de l'intrigue de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, mais c'est quand même préférable d'avoir lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber avant. Bref, donc Marcus Goldman fait des pèlerinages à Aurora, il retrouve Perry, j'arrive jamais à le dire, Gahal Wood qui était déjà présent en tant que flic aussi sur La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Il se trouve que Gahal Wood, 11 ans plus tôt, s'est retrouvé sur une autre affaire de meurtre de jeunes femmes qui le hante un petit peu, et cette affaire revient un petit peu sur le tapis. Alors je vous dis pas pourquoi, il y a une raison pour laquelle cette affaire revient pile 11 ans après, et il va falloir fouiller un petit peu dans cette affaire qui était l'affaire Alaska Sanders, une jeune femme qui a été retrouvée au bord de l'eau, qui était en train de se faire manger par un ours, mais on s'aperçoit qu'elle avait été tuée avant. Et à l'époque, ils avaient arrêté quelqu'un qui avait avoué, qui avait incriminé quelqu'un d'autre, donc la personne qui avait avoué est décédée, l'autre est en prison depuis 11 ans. Mais est-ce que c'était vraiment les vrais coupables ? Voilà, donc on reprend un petit peu la dynamique de l'affaire Harry Kéber. Est-ce que la personne incriminée est coupable ou pas? Et donc Gahal Wood et Marcus Goldman vont enquêter, parce que l'affaire est ouverte, vont enquêter sur une ancienne affaire vieille de 11 ans. Et donc ce livre-là, c'est un petit peu comment dire, le chaînon manquant entre La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore. Je ne sais pas si vous avez lu le livre des Baltimore, mais il parle beaucoup de ses cousins et tout, et de ses oncles et tantes, la famille de Baltimore, les Goldman de Baltimore, comme ils les appellent. Alors j'avais dit que j'expliquerais un petit peu avec Joël Dicker, avec le livre de Joël Dicker, parce que le fait de réparer, en fait, de se soigner par l'écriture, parce que c'est un petit peu aussi le thème général des romans de Joël Dicker, parce que dans l'affaire Alaska Sanders, Marcus Goldman explique, ou c'est peut-être un autre personnage qui explique ça, qu'en fait c'est une sorte de réparation. Dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, il réparait un petit peu l'honneur d'Harry Kéber, et dans celui-ci il répare, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il répare Perry Gahal Wood. Voilà. Et à la fin, il explique un petit peu qu'il va se réparer lui-même avec sa famille, les Goldman de Baltimore. Donc on retrouve vraiment l'esprit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Voilà, je pense que si vous avez aimé La vérité sur l'affaire Harry Kéber, vous allez aimer aussi celui-là. Il y a toujours un petit peu cet esprit Twin Peaks, vous savez, les vieilles affaires, une jeune femme, est-ce qu'elle était vraiment comme on pensait qu'elle était c'était sympa. En plus, il y a un retournement de situation. À un moment donné, on se dit,
peux pas vous dire, c'est spoiler. Je peux pas vous dire. Mais vraiment, j'ai eu la chance d'avoir, en plus, regardez, c'est une petite dédicace. Et oui, si vous avez aimé La vérité sur l'affaire Eric Hébert, je pense que là, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Je sais qu'il y en a qui ont été un peu déçus par l'énigme de la chambre 612. C'était pas du tout le même genre, en fait. C'était l'énigme de la chambre 612, c'était un petit peu plus drôle. Enfin, il y avait un esprit un petit peu plus humoristique. Je vais dire, alors j'ai pas lu Les derniers jours de nos pères, qui était le tout premier roman de Joël Dicker. Et je sais qu'aussi, apparemment, le livre des Baltimore a été peut-être un petit peu moins enthousiasmé un petit peu moins les lecteurs et les lectrices que La vérité sur l'affaire Eric Hébert, mais celui-ci, je pense que voilà, ça va vous plaire. Voilà. Je parle pas trop de la disparition de Stephanie Meller parce que à l'époque il y avait un petit souci, je crois, de texte et d'impression, et certains ouvrages avaient une erreur à la fin, c'est-à-dire que c'était pas le bon coupable qui était désigné, je crois, et je crois que ça avait un petit peu déstabilisé voilà, le lectorat. Alors je l'ai pas lu justement Stephanie Meller parce que pour le coup j'ai su, parce qu'il a fallu retirer certains livres, ceux qui étaient mal imprimés on va dire, et voilà, donc je voulais un peu oublier un peu l'histoire, la conclusion, pour pouvoir le lire bien. Donc il sort le 10 mars. Je ne sais pas quand je sors ma vidéo à moi. On est le 6. Oui, peut-être qu'il sera sorti. Et enfin, là je l'ai lu, j'ai fini de le lire hier soir. Ah, j'adore cette saga, vous le savez. Les Chroniques de Sainte-Marie, tome 9. Là ça s'appelle Jusqu'à la fin et au-delà, de Jody Taylor's édition Hervé Chopin. Excusez-moi, j'ai des fourmis. Voilà. Alors, Madeleine Maxwell, toujours historienne, qui voyage à travers le passé. Oui, souvent le passé. Et ils ont un ennemi, depuis très longtemps, un ennemi qui maintenant veut s'en prendre à son fils, donc son fils à elle et Léon. Et ils veulent lui tendre un piège. C'est bon, on en a marre de vivre dans la peur qu'il débarque et tout, on va lui tendre un piège. On va organiser une mission, une vraie mission, hein, à Persépolis, juste avant le grand incendie de Persépolis. Et on va tous y être, il y aura plus grand monde à Sainte-Marie, mais il y aura une couronne très très précieuse qui transitera par Sainte-Marie à ce moment-là. Et il va aller la piquer, c'est sûr, parce qu'il est comme ça et tout. Alors je crois que j'ai pas très bien expliqué le plan pour capturer le méchant, Ronan. En fait, il y a la police du temps, pardon, qui l'attend, Ronan, à Sainte-Marie. Et donc ils sont censés le choper dès qu'il vient voler la couronne. Mais bien sûr, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il se trouve que, comme tout le temps dans les Chroniques de Sainte-Marie, rien ne se passe comme ils avaient prévu. C'est tout le temps, hein, ils prévoient un truc, ça part en cacahuète. Et je vous dis pas, hein. Alors moi j'avais vu le coup venir, mais c'est peut-être, en fait je pense que c'était un peu fait exprès, parce que le principal sujet du roman n'est pas vraiment là, même si c'est le fil rouge du roman, c'est pas la capture de Ronan. Il se trouve que Madeleine Maxwell, je ne vous raconte pas comment, va se retrouver au Moyen-Âge, fin 14e, début 15e siècle, toute seule, sans balise pour qu'on puisse la repérer dans le temps, avec des fringues de Persépolis. Elle va se retrouver à 2 pas de Sainte-Marie, mais 500 ans plus tôt, quoi. 550 ans plus tôt. Et là, elle va passer, je vais pas vous dire combien de temps, mais elle va passer beaucoup de temps toute seule au Moyen-Âge, à devoir parler latin, vieil anglais et un peu ancien français, enfin un petit mélange de ce qui se parlait à l'époque. Et elle va devoir s'habituer à la vie là-bas, toute seule. Et elle se croit complètement perdue, quoi. Perdue dans le temps. C'est vraiment perdue dans le temps. Je vous dis pas si elle arrive à revenir ou pas, parce qu'elle a plus de capsule, elle a plus de balise, personne ne peut savoir où elle est. Il y a que 2 personnes qui peuvent savoir où elle est, qui sont pas forcément des amis. Mais c'était vraiment intriguant. Alors, il y a une grosse période où on parle de sa vie dans ce Moyen-Âge et tout, donc ça perd un petit peu en dynamisme. Mais alors, quand ça repart, après, vous lisez tout d'une traite, quoi. J'ai retrouvé, ouais, j'adore. Et puis, on rit, et puis on a presque envie de pleurer parfois, et voilà, c'est toujours les montagnes russes avec les Chroniques de Sainte-Marie, il se passe toujours 25 millions de choses. Alors, ça a l'air un peu épais comme ça, mais les pages sont épaisses, hein. En fait, il fait que
Il fait que 460 pages en gros. C'est pas, voilà, il est pas super long et ça se lit super vite. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Là, je vais commencer un autre livre. Je l'ai pas là. Je sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave. Je vous en parlerai la prochaine fois. C'est celui-là que je m'apprête à commencer de Inga Vesper. Un si long après-midi aux éditions de La Martinière. Voilà, donc je ne l'ai pas du tout commencé. On verra ça peut-être dans l'après-midi. Vous dites-moi, je sais pas, est-ce que parmi tous les livres que je vous ai présentés, il y en a un particulièrement qui vous fait envie ou plusieurs? Là, j'avoue, c'était, à part le Helgoland, là où j'ai été un peu déçue de ça. C'était des vachement bonnes lectures. J'étais très contente. Voilà, je vous dis à bientôt et sur ce, bonne lecture.